Maintenant, parlons des fonctions trigonométriques, soit sinus, cosinus et tangente. Donc, en fonction trigonométrique, il y a fonction. Et qui dit fonction, dit argument. Par exemple, si vous ne comprenez pas le vocabulaire, eh bien, si j'ai une fonction f de x, x va être mon argument. Par exemple, si j'ai f de 2, bien 2 va être l'argument. L'argument, c'est le paramètre, si on veut, que je donne à une fonction, la valeur que je donne à une fonction, qui va me voir, si on veut, une valeur particulière. Donc, les fonctions trigonométriques, comme argument, elles vont avoir un angle. Je m'explique. Disons que ici, je parcours pi sur 6 unités, si on veut, autour du cercle trigonométrique. Eh bien, ça va me créer un angle au centre de pi sur 6 radians. Et puis, c'est cet angle au centre-là qui va déterminer, qui va être l'argument de ma fonction sinus. Mais après avoir parcouru pi sur 6 unités, si on veut, sur le cercle unité, le cercle trigonométrique, la distance entre le point où je suis et la droite d'équation y est égale à 0, soit l'axe des abscisses, ça, c'est mon sinus. On peut aussi lire le sinus directement sur l'axe des ordonnées, soit ici, comme ceci, on pourrait dire que le sinus de mon angle correspond à cette longueur-là. Pour pi sur 6, ça donne une valeur vraiment bonne. Ça donne, on est chanceux si on veut, ça donne 1/2. Donc cette distance-là vaut exactement 0,5. Ça veut dire que pi sur 6, là, peut-être que mon graphique n'est pas exactement à l'échelle, mais on serait supposé de prendre 0,1, de couper à la moitié, et puis pi sur 6 arriverait environ là. Mais vous avez probablement déjà vu la fonction, le graphique de la fonction sinus, qui fait un peu des vagues. Et puis là, avec ce que je vous dis là, vous vous demandez probablement, mais pourquoi est-ce que ça fait des vagues? Pourquoi est-ce que ils viennent d'où ces vagues-là? Eh bien, c'est ce que je vous invite à le constater avec mon animation. Le cosinus, lui, c'est presque la même chose. Disons que je me fais un angle ici de pi sur 6, eh bien, je sais que son sinus, que je vais mettre en bleu, c'est la distance ici. Donc, cette distance-là, que je peux aussi lire ici, ça, c'est mon sinus. Je sais qu'avec pi sur 6, le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Le cosinus, lui, par contre, que je vais mettre en vert, eh bien, c'est la distance qui se lie ici, quand je pars de mon point, et puis que je m'en vais vers l'axe des ordonnées. Cette distance-là ici va être mon cosinus. Elle se lie aussi sur l'axe des abscisses, juste ici. Donc, la distance qui part de mon point ici jusqu'à l'origine, en fait, jusqu'à l'axe des ordonnées, c'est ça, mon cosinus. Vous avez déjà très probablement vu le graphique de cosinus, qui est un peu un graphique de sinus décalé, si on veut. Ici, on remarque que la fonction sinus passe par l'origine, donc f de 0 est égal à 0. Ici, f de 0 est égal à 1. On a un sommet à l'origine, mais plutôt en x est égal à 0. Mais vous allez comprendre ça avec une animation. Maintenant, vous devez bien vous dire que ces graphiques sont quand même assez reliés d'une manière ou d'une autre. On a l'impression qu'un est le décalage de l'autre. Eh bien, si. Parce que si jamais je prends n'importe quel angle et que j'ajoute pi sur 2 à son sinus, j'obtiens son cosinus. Et puis ça, tapez-le dans n'importe quel grapheur, calculatrice graphique, vous allez remarquer deux graphiques superposés. Et puis la raison pour laquelle nous avons pratiqué la position d'angle sur le cercle trigonométrique tantôt, c'est pour nous faciliter la tâche pour trouver des valeurs de sinus et de cosinus. En effet,
les angles en pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2 ont des valeurs remarquables de sinus et de cosinus que n'importe qui, après avoir fait un cours de trigonométrie, retient par cœur. Ces valeurs sont à l'écran en ce moment dans ce tableau-là. Voici le tableau des valeurs remarquables qu'il y a à retenir. Mais ce tableau a ses limites. D'un, il est dur à retenir. De deux, il n'offre aucune intuition visuelle, mais surtout, il ne permet que de trouver les valeurs dans le premier cadran. Il va alors être important de se développer à l'aide du cercle trigonométrique, une intuition visuelle pour aller pouvoir trouver des angles remarquables à l'extérieur du premier cadran. Ce qui va être sympathique avec les angles à l'extérieur du premier cadran, c'est que numériquement, les chiffres vont être les mêmes. Seulement, il va y avoir des moins qui vont se rajouter à quelques places. On va voir ça tout de suite. Mais premièrement, créons-nous une intuition visuelle pour les angles du premier cadran. Commençons par pi sur 4. En traçant pi sur 4, pas comme ça, on se rend compte que pi sur 4, mais comme je l'avais dit auparavant, sépare, si on veut, le premier cadran en deux. Et puis, c'est vrai, pi sur 4, c'est la bisectrice de pi sur 2, qui est, comment je peux dire ça, l'angle droit, qui forme le premier cadran. Et avec, justement, cette bisectrice-là, on dirait qu'on a l'impression que le sinus et le cosinus sont isométriques. Et puis, ils le sont. Ils valent les deux racine de 2 divisé par 2. Et puis ça va être une valeur à retenir, mais on retient que pour pi sur 4, que ce soit le cosinus ou le sinus de pi sur 4, ça va toujours être racine de 2 sur 2. Maintenant, intéressons-nous à 30 degrés et à 60 degrés, ou pi sur 6 et pi sur 3. Ce qu'on remarque avec leur sinus et cosinus, c'est qu'ils sont carrément l'inverse l'un de l'autre. C'est-à-dire que le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre, et vice-versa. Ça peut être une bonne manière de le retenir. Donc, le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et puis, le cosinus de pi sur 3 est le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Peut-être que c'est un truc que votre prof de maths vous a donné pour vérifier si votre calculatrice était en degrés ou en radians. Sin de 30 degrés devait donner 0,5 sur votre calculatrice. Pour ceux qui ont fait un cours de trigonométrie déjà. Mais ça peut être un bon truc pour vérifier si votre calculatrice est en degrés ou en radians. Si votre calculatrice est en degrés, sinus de 30 devrait vous donner 0,5. Par la suite, on va s'intéresser à essayer de le visualiser sur le schéma. On va comprendre pourquoi, plus tard dans la vidéo, pourquoi est-ce que ces deux angles-là, c'est l'inverse l'un de l'autre. Mais on va commencer par aller essayer de les placer sur le cercle trigonométrique. Donc, si je place pi sur 6 et puis que je forme un angle, c'est assez approximatif, on remarque que, disons que je trace la longueur du sinus ici, on a l'impression que si je la transpose ici, ça fait quand même un peu la moitié du segment ici entre si ce segment fait là fait 1. On a l'impression que ça divise en deux, que c'est le point milieu. Donc, si tout ça vaut 1, eh bien, le sinus devrait valoir 0,5. Et puis, c'est exactement l'intuition visuelle qu'il faut avoir dans ce cas-là. Tandis qu'ici, racine de 3 sur 2, ça a l'air vraiment grand. Ça a l'air d'être une grosse distance. Et puis, c'est la plus grosse distance, à part 1, bien évidemment, qu'on doit retenir. C'est racine de 3 sur 2. Donc, vous pouvez vous dire ça dans votre tête, c'est la plus grande valeur. Ah, racine de 3 sur 2. Après ça, si on monte ici, 60 degrés, je le fais assez approximativement, mais là, c'est un peu l'inverse qui arrive. On a l'impression que si j'étais pour venir tracer quelque chose ici, ça me renverrait à peu près la moitié du segment. Donc ici, j'aurais 1/2. Donc le cosinus de 60 degrés ferait 1/2. Tandis que le sinus, on a encore l'impression que c'est quelque chose d'assez long. Donc que ça vaudrait racine de 3 divisé par 2. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir comme valeur? À part pi sur 2. Ah oui, c'est vrai. À part pi sur 2 et 0, qui sont assez faciles à déduire. 0, son cosinus vaut 1 parce que son cosinus c'est cette distance ici, puis c'est pleinement 1. Et puis son sinus c'est 0 parce que il est déjà collé sur l'axe des abscisses. Fait il peut pas se déplacer, c'est pas comme s'il était là, disons, peut-être reste cette distance-là. Il est déjà collé dessus. Et puis c'est exactement l'inverse qui arrive pour pi sur 2 ici. Donc, pour pi sur 2, le sinus il est pleinement étendu, mais le cosinus, lui, il est déjà collé sur l'axe des ordonnées, il peut pas bouger plus. Fait que c'est 0 là. Fait à part 0 et 1, les valeurs qu'il y a à retenir
on a racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Pour les valeurs remarquables, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc maintenant, allons voir les mesures d'angle à l'extérieur du premier cadran. Donc avant de continuer, j'aimerais préciser quelque chose. Premièrement, je rappelle que le cercle trigonométrique se place sur le plan. Donc, ici, je suis dans le premier cadran du plan. Dans le deuxième cadran ici, qu'est-ce qui se passe avec les signes? Eh bien, l'ordonnée est toujours positive. Et puis, qu'est-ce qui se lisait sur l'ordonnée? C'était le sinus. Donc, le sinus va toujours être positif. Par la suite, le cosinus, lui. Le cosinus se lisait où? Sur l'axe des abscisses. Alors, ici, une fois que je traverse, que je m'en vais de l'autre côté, est-ce que le cosinus, est-ce que ici, mon axe des abscisses, est-ce qu'elle est positive ou négative? Elle est négative. Alors, mon cosinus va être négatif dans le deuxième cadran. Dans le troisième cadran, à la fois les abscisses et l'ordonnée sont négatifs. Alors, le sinus va être négatif. Le cosinus de n'importe quel angle, je devrais écrire x ici, là, va être négatif dans le troisième cadran. Et puis dans le quatrième cadran, eh bien, mon abscisse est positive, mon cosinus se lit sur l'abscisse, alors mon cosinus va être positif, et puis mon sinus, vu que l'ordonnée est négative, va être négatif. Sachant cela, on a donc toutes les informations pour commencer à trouver des mesures de sinus et de cosinus d'angle à l'extérieur du premier cadran. Faisons plusieurs exemples. Alors, commençons par le sinus et le cosinus de moins 2π sur 3. Alors, on a moins π sur 3 ici, moins 2π sur 3 va être ici. Alors, on sait que le sinus d'un angle en π sur 3 va toujours être plus ou moins racine de 3 sur 2. Ici, le sinus, on voit très clairement qu'il est négatif parce que le sinus se lit sur l'axe des ordonnées et puis ici, on est dans les nombres négatifs. Donc, on va dire que le sinus de moins 2π sur 3 est égal à moins racine de 3 divisé par 2. Le cosinus de moins 2π sur 3, on sait que les cosinus d'angle dans la famille des π sur 3, si on veut, sont 1/2, mais plus ou moins 1/2. Ici, on lit le cosinus sur l'axe des abscisses, on remarque que on est dans les nombres négatifs, on est à gauche de l'origine. Alors, le cosinus de moins 2π sur 3 va être égal à moins 1/2. En deuxième lieu, voyons ce qu'on peut dire des sinus et des cosinus de 3π sur 4. Alors, en premier lieu, on va essayer de placer dans notre tête 3π sur 4. Alors, on a π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4 juste ici. Alors, avec tous les angles de la famille, si on veut, de π sur 4, on sait que le sinus et le cosinus sont égales à plus ou moins racine de 2 sur 2. Alors, voyons ce qui s'applique au sinus et au cosinus. Donc, le sinus de 3π sur 4. Il faut se demander, est-ce qu'il est positif ou il est négatif? Alors, le sinus se lit toujours sur l'axe des ordonnées, et puis on voit qu'ici, on est dans les nombres positifs. Alors, le sinus de 3π sur 4 va être égal à racine de 2 divisé par 2. Le cosinus de 3π sur 4, lui, va être égal à moins racine de 2 sur 2, parce que si je me positionne sur l'axe des abscisses, on voit que je suis à gauche de l'origine, donc que le nombre est négatif. Troisièmement, voyons le sinus et le cosinus de 5π sur 4 ou moins 3π sur 4. Moins 3π sur 4 est la mesure principale de l'angle, alors c'est ce qu'on va utiliser. Alors j'aurai moins π sur 4, moins 2π sur 4, moins 3π sur 4. Alors ici, on peut utiliser deux méthodes. Utiliser la méthode que j'ai déjà dite en fait, ou sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut se dire que, vu que le premier cadran est, si on veut, à l'opposé du troisième cadran, eh bien, toutes les mesures du premier cadran vont être l'opposé de ceux du troisième cadran. Alors, on peut juste se dire que moins 3π sur 4, eh bien, le sinus et le cosinus vont être égales à moins racine de 2 sur 2. Et puis, c'est le cas. Le sinus et le cosinus sont égaux, ils sont égaux à moins racine de 2 sur 2. Et sinon, on peut juste se dire, eh bien, le sinus se lit sur l'axe des ordonnées.
Alors, ici, on a un nombre négatif, et puis le cosinus se lie sur l'axe des ordonnées, des abscisses plutôt, et puis ici, on est à gauche de l'origine. En ce qui concerne la valeur moins racine de 2 sur 2, ben racine de 2 sur 2 tout court, elle est à apprendre par cœur, comme toutes les autres d'ailleurs, et puis on va les démontrer. On va faire la preuve que c'est ça plus tard dans la vidéo. Et puis pour terminer, déterminons les sinus et cosinus de 11 pi sur 6 ou moins pi sur 6. Alors, moins pi sur 6 se situe environ ici. Ce qu'il y a à savoir sur les angles en pi sur 6, c'est que leurs sinus sont toujours plus ou moins 1/2 et que leurs cosinus sont toujours plus ou moins racine de 2 sur 2. Alors, voyons ce qui s'applique à l'angle spécifique de moins pi sur 6. Alors, regardons sur l'axe des ordonnées pour déterminer le signe du sinus. Alors, l'axe des ordonnées, on remarque que moins pi sur 6, ça tombe en bas de l'origine, et on voit ici que moins 1 ici, donc on sait que c'est un nombre négatif. Alors, le sinus de moins pi sur 6 va être égal à moins notre valeur numérique. Notre valeur numérique, on avait déterminé que c'était 1/2. En ce qui concerne le cosinus de moins pi sur 6, il faut regarder sur l'axe des abscisses. On remarque qu'on est ici environ, ce qui est clairement un nombre positif. Et puis, on a vu que c'était racine de 3 divisé par 2. Alors, ceci conclut notre pratique à identifier des cosinus et des sinus d'angles remarquables. Maintenant, parlons de la tangente. Pour votre culture générale, être tangent à une courbe, c'est ne la toucher qu'en un seul point. Alors, ce n'est ni être séquent, c'est-à-dire la toucher en plusieurs points, ni rien pantoute, en fait. Donc, disons que je prends une parabole quelconque, et puis que j'ai une droite ici qui ne la touche qu'en un seul point, on va dire que la droite est tangente à la parabole. Dans le contexte du cercle trigonométrique, on commence toujours à lire les angles en 1, 0. Alors, si je parle de tangente en rapport avec le cercle trigonométrique, ça aurait un peu beaucoup de sens qu'on soit tangent au point 1, 0. Et puis, la droite d'équation qui est tangente au point 1, 0 est évidemment donnée par l'équation x est égal à 1. Ça va être une droite ici verticale qui ne va toucher le cercle trigonométrique qu'au point 1, 0. Maintenant, traçons un angle quelconque. Pour rendre ça plus facile, je vais le tracer dans le premier cadran. Donc, un angle quelconque dans le cercle trigonométrique, ça forme ici un angle que j'ai appelé θ, qui est une lettre grecque, la variable la plus utilisée quand on parle d'angle. C'est un peu une convention, si on veut. Après ça, on sait que ici, sur l'axe des abscisses, on aurait le cosinus de l'angle de θ. Ici, sur l'axe des abscisses, des ordonnées plutôt, on aurait le sinus de θ. Eh bien, la tangente, où c'est qu'on la trouve sur le cercle trigonométrique? Continuons, prolongeons plutôt ce trait ici qu'on a tracé jusqu'à la tangente. On voit ici qu'il y a un point de rencontre. Eh bien, la distance entre le point 1, 0 et ce point de rencontre, donc la distance entre l'axe des abscisses, si on veut, et notre point de rencontre en suivant la droite, donc ça ici, va être ma tangente. Donc avec ça, il est possible de faire des triangles. Et puis, j'aimerais attirer votre attention sur deux triangles en particulier, donc le triangle ODA et puis le triangle OBC. Ces deux triangles-là, on le voit très bien, ils sont semblables. Donc être semblable, c'est quoi? C'est avoir les mêmes mesures d'angle et avoir des côtés, des mesures de côté proportionnelles. On voit que si je prenais le petit triangle et puis que je l'agrandissais, si on veut, j'allais tomber sur le triangle B. On peut le voir assez bien. Imaginez-vous un triangle quelconque, on va dire, avec trois angles qui s'agrandit et puis qui se réduit. On voit que si les triangles ont les mêmes trois angles, eh bien, qu'ils sont semblables. Alors, pour démontrer hors de tout doute que les triangles OAD et OBC sont semblables, il faudrait trouver les trois mesures, les mesures de leurs trois angles et vérifier si leurs angles sont bel et bien isométriques. Alors, j'ai deux angles à 90 degrés. J'ai le même angle de θ, qui est commun aux deux triangles. Et puis, ce qui me reste à démontrer, c'est que ces deux angles-là sont isométriques. Eh bien, on va calculer
leur mesure, tout simplement. Alors, je sais que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Alors, je vais me servir de ça. Donc, je sais que mon angle inconnu, plus θ, plus mon 90 degrés, est égal à 180 degrés. Je fais moins 90 de chaque côté. J'ai que x plus θ me donne 90 degrés. Là, je suis toujours dans le triangle OAD. Alors, ce que je cherche, c'est x. X est égal à 90 degrés moins θ. Superbe. Dans le triangle OBC maintenant, j'ai encore une fois mon angle. Là, j'ai enlevé ça. Alors, les trois angles du triangle OBC sont θ, 90 degrés, et puis ça que je cherche. Je vais l'appeler x. Donc, j'ai toujours que x plus θ plus 90 degrés est égal à 180 degrés. Et puis là, on se rend compte, c'est exactement le même calcul, que x va être égal à 90 degrés moins θ. Alors, dans les deux triangles, l'angle inconnu, ben cet angle-là vaut la même chose. On a démontré que ces deux angles-là étaient isométriques. Donc, vu que les triangles OAD et OBC sont semblables, on va être capable de faire des proportions avec leurs mesures. Parce que on sait très bien que lorsque les triangles sont semblables, la mesure de leur côté homologue, c'est-à-dire, disons, OA avec OB, c'est comme si jamais on mettait à l'échelle le triangle OAD, on tomberait sur le triangle OBC. Tu sais, c'est les côtés qui sont en quelque sorte les mêmes, ça c'est homologue. Donc les côtés homologues sont proportionnels. Donc disons que je fais OA et puis que je le divise par OB, ce rapport-là, qui est en quelque sorte notre cas, pour ceux qui ont fait leur cours sur le mot ici en secondaire 2, va être égal à, disons, DA sur CB. Maintenant, on sait que OA, c'est le cosinus de θ. Alors, je vais écrire cosinus θ. OB, c'est un rayon du cercle. Les rayons du cercle est toujours 1, on le voit très bien, ça part de 0 à 1 en plus. Alors, cosinus de θ sur 1, DA. DA, c'est le sinus de θ. Parce que on pourrait très bien prendre cette ligne bleue-là et puis l'envoyer ici. Puis on remarque très bien que ça fait le sinus dans la manière qu'on est habitué de voir. Donc, DA, c'est le sinus de θ. Ensuite, CB, eh bien CB, on vient juste de le voir, c'est la tangente de θ. Alors, j'ai enlevé le divisé par 1 parce que c'est inutile, alors que j'ai cosinus de θ est égal à sinus de θ sur tangente de θ. On peut envoyer le θ de l'autre bord, la tangente de θ de l'autre bord plutôt, ce qui me ferait tangente de θ cosinus de θ est égal à sinus de θ. Je divise par cosinus de θ, j'ai que tangente de θ est égal à sinus de θ sur cosinus de θ. Et puis ça, c'est une formule extrêmement importante. C'est comme ça qu'on utilise la tangente dans la grande majorité des cas. On va remplacer tangente par sinus sur cosinus. C'est habituellement comme ça qu'on travaille avec la tangente d'un angle, en tant que le rapport entre le sinus et le cosinus de cet angle. Avec ce constat-là, il est possible de calculer assez facilement les valeurs de tangente d'angles remarquables. On va prendre le cosinus et le sinus qu'on avait appris par cœur précédemment. On va les diviser et puis on va avoir nos valeurs de tangente. Alors, commençons par calculer la tangente de pi sur 4. Alors, la tangente de pi sur 4 devrait être égale à son sinus divisé par son cosinus. Alors, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Et puis, là, c'est assez facile. Quelque chose divisé par cette même chose-là, ça fait toujours 1. Mais sauf si c'est quelque chose, c'est 0. 0 divisé par 0, c'est indéfini. Alors, la tangente de pi sur 4 est égale à 1. Maintenant, faisons la tangente de 0 degré ou 0 radian. Alors, on aurait la tangente de 0 qui est égale à son sinus, 0, divisé par son cosinus 1. 0 divisé par 1, ça fait tout simplement 0. Maintenant, la tangente de pi sur 2, ou 90 degrés, qui serait égale à son sinus, 1, divisé par 0, qui est indéfini.
Alors, on va aller voir graphiquement pourquoi est-ce que c'est indéfini. On va voir que tout concorde. Alors, pour rappel, on avait dit que la tangente, c'était la distance entre le point 1, 0 et le point de rencontre du prolongement de cette ligne-là jusqu'à la droite, tout simplement. C'est du point de rencontre ici entre la droite x égale à 1 et cette droite-là, et le point 1, 0. Alors, essayons d'aller appliquer ça avec un angle de 90 degrés. Donc, mon angle de 90 degrés, ou de pi sur 2, il est ici. Alors, si je trace une ligne, on voit très bien que les lignes, que les droites sont parallèles. Elles ne se toucheront jamais. Il y aura alors aucun point de rencontre, donc aucune distance entre le point de rencontre et le point 1, 0. Maintenant, regardons la tangente de pi sur 6. Alors, la tangente de pi sur 6 devrait être égale à son sinus, soit 1/2, divisé par son cosinus, racine de 3 divisé par 2. Alors, on sait que diviser, c'est multiplier par l'inverse. C'est-à-dire que si jamais j'ai, disons, 5 divisé par 2, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. L'inverse d'un nombre, c'est le nombre exposant moins 1. Donc, 5 divisé par 2, c'est la même chose que 5 multiplié par 2 exposant moins 1. Mais l'inverse peut aussi être défini par 1 divisé par son nombre. Donc, 5 divisé par 2 peut aussi être 5 multiplié par 1 sur 2, par 1/2, l'inverse de ce nombre-là. Et puis, c'est exactement ce qu'on va appliquer là-dessus. L'inverse d'une fraction, disons 2 tiers à la moins 1, c'est tout simplement 3/2. On n'est pas dans un cours d'arithmétique, donc je vais garder ça assez court, mais c'est le principe qu'on va appliquer. Donc, je dis que 1/2 divisé par racine de 3 sur 2, c'est égal à 1/2 fois l'inverse de racine de 3 sur 2. L'inverse, c'est 2 sur racine de 3. J'ai juste inversé le numérateur et le dénominateur. Alors, je multiplie par l'inverse. Donc, je multiplie par 2 sur racine de 3. Rendu là, on voit que les 2 s'annulent, parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Il me reste alors 1 sur racine de 3. Et puis là, on va appliquer un principe qui s'appelle la rationalisation. On n'aime pas avoir des nombres irrationnels au dénominateur. Tout simplement parce que les opérations deviennent vraiment compliquées. On aime ça, disons, pour trouver un dénominateur commun lors de l'addition de fractions et ainsi de suite. Avoir un dénominateur rationnel. Alors, quand c'est possible, on le fait. Et puis là, on a une manière très simple de rationaliser ce dénominateur-là. On va multiplier par racine de 3 sur racine de 3. Quelque chose divisé par quelque chose, ça fait toujours 1, c'est bien correct. Mais ça, ce que ça me fait, c'est que racine de 3 fois racine de 3, c'est comme racine de 3 au carré, on est d'accord? La racine carrée et le carré s'annulent, ce qui me donne tout simplement 3. Donc, mon dénominateur, racine de 3 fois racine de 3, va tout simplement être 3. Et puis ici, ma racine carrée, je la garde, tout simplement. Donc, mon numérateur n'est pas rationnel, mais ça, c'est beaucoup moins grave. Alors, la tangente de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 3. Maintenant, regardons la tangente de pi sur 3. Donc, la tangente de pi sur 3 est tout simplement égale à son sinus divisé par son cosinus. Donc, racine de 3 sur 2 divisé par 1/2. Donc, divisé par 1/2, c'est la même chose que multiplier par son inverse. L'inverse de 1/2, c'est tout simplement d'inverser le numérateur et le dénominateur, ce qui me fait 2 sur 1, ou tout simplement 2. Alors, c'est la même chose que de faire racine de 3 sur 2, que je multiplie par l'inverse. L'inverse de 1/2, c'est 2. On voit que les deux s'annulent. Il me reste racine de 3. Alors, la tangente de pi sur 2, de pi sur 3 plutôt, est racine de 3. On vient de trouver des mesures de tangente d'angle remarquables dans le premier cadran. Mais qu'en est-il des autres cadrans? Eh bien, dans le quatrième cadran, ça va être facile. Les mesures de tangente vont être exactement l'opposé des mesures qu'on vient de trouver. C'est simple. Disons que j'ai un angle de pi sur 3 ici. Ça va toucher ici, la distance va être de racine de 3. Eh bien, ici, disons que j'ai un angle de moins pi sur 3. Eh bien, ici, la distance va être de moins racine de 3.
Et puis maintenant, en ce qui concerne les deuxième et troisième cadrans, eh bien, on peut se le demander parce que, disons que j'ai un angle ici, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas venir me tracer une autre tangente. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prolonger. Disons que, encore une fois, j'ai un angle quelconque ici. Je vais venir prolonger la droite. Donc, j'ai un cercle trigonométrique. J'ai un cercle, je le fais vraiment vite, là. Disons que j'ai un angle ici. Quelconque, je vais venir prolonger la droite jusqu'à ce que j'arrive à la tangente à droite. La tangente en x est égale à 1. Donc, la tangente dans le troisième cadran va être positive. Et ça concorde un peu avec mon idée de sinus sur cosinus parce que le sinus il est négatif, le cosinus il est négatif, moins divisé par moins, ça fait du plus. Alors, on peut avoir à la fois l'idée graphique et avoir l'idée arithmétique comme on a là. Alors, dans le deuxième cadran, on va voir la même chose. La deuxième cadran, les mesures de tangente vont être négatives. Maintenant, pratiquons-nous un petit peu. Trouvons la tangente de moins 3π sur 4. Alors, moins 3π sur 4, on a moins π sur 4, moins 2π sur 4, moins 3π sur 4 ici. Alors, si on continue la ligne, on tombe ici. Donc, on sait que la tangente de moins 3π sur 4 est égale à la tangente de π sur 4, c'est-à-dire 1. Alors, la tangente de moins 3π sur 4 est 1. Maintenant, trouvons la tangente de moins 3π sur 2, de 3π sur 2 plutôt, ou moins π sur 2. Donc, moins π sur 2 est ici. On remarque que par la prolongation ici, si je continue la droite est plutôt à l'infini, on remarque qu'il n'y aura jamais de point de rencontre, car les deux droites sont parallèles. Alors, comme π sur 2, la tangente est indéfinie. Trouvons maintenant la tangente de π. Alors, plaçons π sur le cercle trigonométrique. Alors, on remarque que si je prolonge à droite de cette manière-là, là, je l'ai fait un peu en haut de l'origine pour que mon trait soit bien visible, eh bien, ça devrait arriver ici, si je prolonge à droite de cette manière-là. Alors, on voit bien que la tangente est 0. Trouvons maintenant la tangente de 5π sur 6. Donc, 5π sur 6 est environ ici. Alors, par prolongation du segment, on remarque que on a la tangente de π sur 6 ici, l'opposé de la tangente de π sur 6. On va tomber ici. Donc, la tangente de 5π sur 6, ça va être la tangente de moins π sur 6, soit moins la tangente de π sur 6. Alors, la tangente de π sur 6, on sait que c'était racine de 3 sur 3. Alors, moins ça, moins racine de 3 sur 3. Bien entendu, ce qu'on a fait ici, c'est calculer des valeurs remarquables de sinus, cosinus et tangente. Mais qu'en est-il des autres valeurs? On ne va pas que rencontrer des angles de 30, 45 et 60 degrés dans la vie. Alors, on pourrait retenir plus de valeurs algébriques, mais c'est inutile et compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une calculatrice pour déterminer une valeur approchée. Sur les calculatrices scientifiques, on va retrouver les boutons sinus, cosinus et tangente. Il suffit d'appuyer dessus et de taper la valeur en degrés, sauf si votre calculatrice est configurée en radians. Le résultat sera une valeur approchée du sinus, cosinus et tangente. Donc pour vérifier si votre calculatrice est bel et bien en degrés, essayez de taper sinus de 30. Sinus de 30 devrait donner 0,5 si votre calculatrice est en degrés.